Elle est nichée au cœur de l'Amazonie, la Guyane. Ici, la langue officielle est le français, mais vous l'entendrez, de nombreuses sonorités s'entremêlent. Pour cette escale, on vous fera vivre la francophonie dans le quotidien des Guyanais et de nos proches voisins brésiliens. Nos invités, Tissé Kalobet, Emmanuel Octavie et Isabelle Hider, apporteront leur regard sur cette francophonie spécifique à notre territoire. Mais avant, ce clin d'œil à un jeune dessinateur de talent, Emeric Ouadi. Il est sourd et nous accompagnera durant toute l'émission avec l'aide de ses crayons. Emeric nous livrera sa vision de la francophonie. Bonjour Emeric et à tout à l'heure. Et voilà donc pour les présentations. Place maintenant à notre premier reportage qui dresse en quelque sorte la cartographie linguistique de la Guyane, ce département grand comme le Portugal. C'est parti. D'après l'évaluation qui a été faite, il y a une trentaine, quarantaine de langues en Guyane. Par contre, on sait de manière claire et nette qu'il y a 8 à 9 langues reconnues qu'on appelle les langues de France. Par exemple, le négué, on a aussi le mong. Donc en fait, on a toute une série de langues qui sont reconnues et qui rentrent dans le patrimoine français. La langue française est comme protégée par son histoire, sa longue histoire, par les garants de l'institution, comme l'Académie française, comme l'école. On part d'une vision beaucoup plus centrée sur la langue française, avec ce qu'on appelle une hiérarchie des langues, où le français a une position dominante. Mais lorsqu'on regarde les projets finalement, les projets d'intégration, les autres langues commencent à trouver leur place. Et la Guyane est le seul territoire français en Amérique du Sud, entre le Suriname et l'immense Brésil. C'est là que je vous amène à présent, chez nos voisins brésiliens. L'influence française a fortement marqué les esprits, et notamment à Belém, dans l'état du Pará, au début du XXe siècle. La ville était même surnommée le Petit Paris. Belém, plus d'1,4 million habitants et un charme certain au cœur de l'Amazonie. Ces potions d'amour y sont peut-être pour quelque chose. On les trouve sur les étals du Ver Peso, incontournable marché de la ville, héritage de la colonisation portugaise. À Belém, c'est aussi son architecture fortement inspirée par la France à partir des années 1870, une période faste de la capitale du Pará, appelée la Belle Époque, grâce notamment à la production de caoutchouc. Cette note française transpire encore dans les murs, les rues, les jardins de Belém. Justement, partons à la rencontre d'un fin connaisseur, Paulo Chavez, secrétaire d'État à la culture. C'est aussi un architecte de renom. Cette influence française se reflète beaucoup dans la conception urbaine de la ville, qui suit un peu les idées de Haussmann. Il a réinventé l'architecture en France entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, avec le concept des grands boulevards, les grandes rues. Ce concept a été copié ici. Au niveau sanitaire aussi, avec l'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées. Il y a un plan d'urbanisme qui fut suivi à l'époque par celui qui a transformé Belém, Antônio Lemos. Et derrière les façades des maisons à l'européenne, les bourgeois de Belém s'appliquaient à pratiquer un certain art de vivre à la française, signe de distinction. Il était très fréquent aux banquets du gouverneur et ceux des autres autorités d'avoir le menu en français. Par exemple, s'ils servaient comme plat principal le pac,
Même si le pac est un animal sauvage d'Amazonie, il était servi au vin. Donc ce n'était plus un pac de la forêt, c'est un pac chic. Dans ce petit Paris brésilien, l'un des joyaux architecturaux est le théâtre de La Paz. Sa construction fut achevée en 1874. Un opéra inspiré de la Scala de Milan en Italie, mais qui évoque aussi la France avec son lustre et ses miroirs. Et le théâtre était l'occasion pour les bourgeoises de l'époque de s'habiller à la mode française. C'est dans ce magasin qui se situe juste derrière moi, Paris and America, qu'elle venait choisir les plus belles tenues parisiennes. Au cœur du vieux Belém, la façade de l'immeuble inspiré des grands magasins parisiens témoigne de l'engouement pour l'art nouveau, un style architectural en vogue dans la capitale française entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. La boutique est devenue un magasin de tissus bon marché, mais elle a conservé son lustre et son escalier majestueux. Et la langue française dans tout ça, quelle est sa place dans la vie, le cœur des Belémens? Une ONG s'est donnée pour mission justement de la faire vivre, l'Alliance française. Chaque année, ce sont près de 1200 élèves qui franchissent les portes de cette institution. Parmi ces étudiants, Kael, 26 ans, vous allez le voir, ce jeune homme est tombé fou amoureux de la langue de Molière. Cela fait 4 ans que Kael fréquente ce coin français à Belém. À travers les livres et les échanges, il se plonge dans les musiques, l'architecture ou encore les régions de France qu'il aime tant. Sa maîtrise de la langue française lui a permis d'être embauché au consulat honoraire de France, mais il compte bien aller encore plus loin. C'est mon rêve, c'est mon objectif d'aller en France, de m'installer, de passer quelques temps pour vivre la culture, pour sentir la présence française, les pays, les gens et tout ça. C'est ça, j'adore l'accent français. Je veux un jour parler comme un Français, sans que les Français sachent que je suis brésilien. Kael se prépare à passer des diplômes sanctionnant ses compétences en français. Un jour, il espère bien suivre la voie de son professeur et enseigner lui aussi cette langue qu'il aime tant. Vous avez déjà situé les moments sur le réveil. Qui se réveille? Raphaël. Raphaël tout seul? Non. Elle se réveille avant et murmure à l'oreille de Raphaël. Comme Kael, près de 1200 élèves suivent les cours de l'Alliance française chaque année. Des cours payants qui attirent plutôt des étudiants ou des fonctionnaires qui bénéficient de subventions. Parler français reste un privilège à Belém. Le français ne fait plus partie des options obligatoires dans le cursus scolaire public, au profit d'autres langues plus présentes en Amérique latine, comme l'espagnol ou encore l'anglais, qui est une langue devenue internationale. Donc sur le plan académique, elle est en recul. En revanche, sur le plan affectif, on peut considérer qu'on est toujours dans un épanouissement en fait, de ce sentiment de rapprochement avec la France. Sur le plan affectif, mais aussi économique, la cité des Manguiers a bien des raisons de continuer à parler français. Nous avons en ce moment une quantité importante de sociétés françaises qui commencent à s'installer dans le nord du Brésil, notamment à Belém, dans l'état du Pará. Nous avons des grandes sociétés qui font l'exploitation des minéraux. Selon le consul, la plupart des touristes étrangers au Pará sont francophones. Ces notes de français que l'on entend parfois à Belém alimenteront certainement à la fin de leur séjour leur saudade, ce sentiment typiquement brésilien.
Encore plus près de la Guyane, nous partons maintenant à Macapá, dans cette ville du nord du Brésil. Le français est enseigné dans les écoles publiques. Beaucoup d'habitants ont déjà vécu en Guyane ou viennent rendre visite à leur famille. Autant de raisons qui les motivent à parler français. Bonjour, como ça va? Bienvenue à Macapá. Bon dia, senhor. Bon dia, bonjour. Ah, vous parlez français? Oui. Vous connaissez quel mot en français? Un pouquinho só. Un peu. Bonjour, como ça va? Ça va bien? L'argent, manger. C'est bon? Merci en tout cas. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas rare ici d'entendre des sonorités françaises dans cette ville nichée dans l'estuaire de l'Amazone. Pour beaucoup de Macapéenses, cette proximité avec la Guyane y est pour beaucoup. Comme j'ai déjà été là-bas, je parle un petit peu. Parler français. Bonjour mademoiselle. Ce n'est pas très difficile, parce que lorsque les Brésiliens partent d'ici et se rendent en Guyane, ils se mettent à parler rapidement. Ont appris à parler couramment le français il y a 40 ans, quand ils étaient en exil au Québec en raison de leur combat politique. Les époux Capibéribe, au fil des années, ces personnalités sont devenues incontournables ici à Macapá. Le temps d'une matinée, ils nous ont ouvert les portes de leur maison. João Capibéribe est sénateur. Son épouse Jeannette, députée fédérale. Leur carrière politique a démarré il y a près de 30 ans, lorsqu'ils ont conquis la mairie de Macapá. Mais avant cela, dans les années 60, ils ont été emprisonnés pour avoir combattu la dictature militaire au Brésil. Ils ont ensuite dû s'enfuir en Bolivie, au Pérou, au Chili et enfin au Canada. Des années d'exil compilées dans cet album photo. Nous avons été 8 heures par jour dans un cours de français international. Mais quand on a fini les cours, on est sorti dans la rue, les gens parlaient québécois, c'était bien différent. Tout à fait différent. Alors, nous, on a embarqué en la langue québécoise. C'est cette maîtrise de la langue qui leur a permis d'établir une coopération entre l'État de l'Amapá et la Guyane. En 1995, João Capibéribe est alors gouverneur lorsqu'il rencontre pour la première fois le président de la région Guyane. On a fait des coopérations pour l'infrastructure routière, pour la recherche et pour la culture. On a fait des échanges des artistes de l'Amapá, des artistes guyanais, et on s'est rapproché beaucoup à cause de la langue. La langue française était décisive parce qu'elle facilitait le rapport. On se parle pas juste pour papier, mais on pourrait aussi dialoguer et parler des choses différemment de la politique. La langue française fut aussi le socle d'une solide amitié entre Jeannette Capibéribe et Daniel Mitterrand. L'ex-première dame de France s'est rendue à 3 reprises en Amapá, notamment à la fin des années 90, pour inaugurer le centre d'apprentissage de la langue française qui porte son nom. Un centre voulu par les époux Capibéribe. Après l'inauguration du centre de langue française Daniel Mitterrand, la relation avec la Guyane a été plus proche. Les Capibéribe ont éveillé notre curiosité pour ce centre de langue française Daniel Mitterrand dans tout le Brésil. Il est le seul à proposer gratuitement des cours de français dès l'âge de 16 ans, un programme financé depuis près de 20 ans par le gouvernement local. Majo Quiroga est l'un des 24 professeurs du centre Daniel Mitterrand. Elle y enseigne depuis 20 ans avec un enthousiasme qui ne faiblit pas. Les centres de langue, ils ont des méthodologies très serrées. J'essaye de les adapter à notre réalité.
parce que je travaille avec des adultes, d'accord? Ils viennent directement du travail, fatigués et stressés, et j'essaie justement de le faire bouger un peu pour forcer, renouveler l'énergie, d'accord? Avant d'apprendre la langue. Ça fait une différence mortale. Chaque année, le centre attire près de 10 000 candidats. Après un concours d'entrée, ils sont 1300 à suivre un cursus de 3 ans. Ici, tous les élèves sont forcément déjà un peu familiers du français, car à Macapá, il est enseigné dès l'âge de 11 ans dans les établissements scolaires publics. Il s'agit surtout d'étudiants, de lycéens qui ont plus de 16 ans et de la population en général. Ceux qui cherchent à se former, soit parce qu'ils ont besoin du français pour leur master, ou pour des séjours linguistiques. Ce soir, on va regarder le film Floride. En plus des cours, le centre propose des projections de films en français une fois par mois. Séances cinéma ouvertes à tous, portées par plusieurs professeurs, dont Angleson de Souza Lima. Nous avons retrouvé le jeune professeur chez lui, en famille. Ici, son premier élève est son fils. Je m'appelle Igor. Tu as quel âge? Quantos anos você tem? J'ai 6 ans. Comment on dit tartaruga en français? Tortue. Je commençais à étudier le français chez moi avec mon oncle. Ça fait 8 ans. Le français, je dis toujours, il ouvre les portes du monde. Oui, quand on apprend, si on apprend le français, on arrive à connaître d'autres pays, d'autres cultures. Pour se perfectionner, Angleson a déjà passé 1 mois en France. Il se prépare à repartir, en Guyane cette fois, pour être assistant en langue portugaise le temps d'une année scolaire. De cette nouvelle expérience, il espère ressortir grandi, à la fois comme professeur et comme citoyen. Et Tshiseka Lobelt nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la vice-présidente de l'Académie transfrontalière Guyane-Amapá des lettres et des arts, Attila. Alors vous menez surtout des actions à Oiapoque, c'est la ville la plus proche de la Guyane. Il y a juste un fleuve qui sépare nos deux rives et paradoxalement c'est la moins francophone comparée à Macapá ou encore Belém. En tout cas qui vit la francophonie différemment. Qui la vit différemment, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'école pour apprendre le français comme à Macapá où il y a le centre Daniel Mitterrand. Mais ce que je pourrais dire, c'est que ça vient de plus en plus parce que dans l'état d'Amapá, effectivement, les élèves à partir de 10-11 ans ont le choix entre les langues et de nombreux enfants, d'après renseignements, sont en train de choisir le français. En tous les cas, à Oiapoque. Et d'autre part, vous savez qu'il y a aussi l'université binationale qui a un département français pour la former des professeurs de français. Alors, votre association a fait le pari de faire vivre cette francophonie, cette culture française et guyanaise à travers des manifestations artistiques. En quoi ces échanges sont importants pour nos deux territoires? Ils sont importants parce que nous sommes, comme vous l'avez dit, de part et d'autre du fleuve. Et il y a des échanges au quotidien entre les populations d'Oiapoque et de Saint-Georges. Donc l'idée, c'était de promouvoir la culture des deux côtés. Une interpénétration des cultures à travers cette académie, cette association, par des manifestations que nous avons commencé à lancer l'année dernière. Les échanges ne sont pas assez naturels selon vous? Les échanges sont naturels, mais ils ne sont pas forcément culturels. Culturel au sens où nous on l'entend, c'est-à-dire connaître un petit peu plus la culture au niveau de la littérature, au niveau des contes, des échanges. Par exemple, l'an dernier, on a fait un colloque à Oiapoque où il y avait des universitaires qui étaient présents, qui ont étudié, par exemple, qui ont fait des études de littérature comparée. Ça, c'est très intéressant parce que vous savez, le bestiaire, il est le même de chaque côté du fleuve. Et on se rend compte qu'au niveau des légendes, par exemple, on a beaucoup de choses communes. Les noms ne sont pas forcément les mêmes,
Mais les histoires le sont. Alors, l'un de vos grands projets, c'est la création d'une bibliothèque à Oyapock où les écrivains guyanais, français auraient toute leur place finalement. Là encore, c'est une façon de diffuser le français sans la barrière des classes sociales. Tout à fait. Donc nous avons déjà commencé, nous avons œuvré dans ce sens en allant porter des livres qui avaient été collectés en Guyane, donnés par des institutions ou autres. Et donc nous les avons installés à l'université, qui est une niche pour nous, avec ces rayonnages puisque je vous disais tout à l'heure qu'il y a effectivement un département français. Et ils étaient vraiment très très satisfaits de ce don de livres qui s'est fait à 2 reprises. De livres à la fois de littérature française, des classiques, également des ouvrages de la Guyane et même quelques livres traduits dans les 2 langues. Alors on rappelle qu'à Oyapock, il n'y a pas de bibliothèque, donc c'est vrai que cette bibliothèque a un intérêt particulier. Tout à fait, il n'y a pas de bibliothèque et notre projet, c'est d'arriver à monter une bibliothèque à la fois française et portugaise, bilingue, pour que tout le monde puisse y avoir accès. Merci en tout cas Tissika Lobelt d'avoir partagé votre expérience. Merci encore. On poursuit sur une note musicale avec Lovadia qui nous plonge dans son univers avec son titre « Je prie ce que j'écris ». Il est accompagné du guitariste Simon. Oh oh, yeah, yeah. Avec mon temps, ouais. Je prie ce que j'écris. J'ai toujours refusé de prendre position pour tout genre de mépris sans raison. Mes blagues étaient proches de la médisance, ouais, auprès de ceux qui ont bercé mon enfance. Bien heureusement j'ai compris, avec le temps j'ai appris, oui, que tout un chacun avait ses défauts, au point de ne pas comprendre Charlie Hebdo. Ouais. J'ai pris le temps d'analyser la vie, entre religion, politique et monie, oui. Et grâce à Dieu j'ai réalisé que je reproduisais les erreurs de mes aînés. Oh oh, eh, eh. Alors je prie, oui, afin que tout un chacun puisse trouver un peu de bonheur à sa porte. Oh oh, ouais. Et puis j'écris, oui, car il est vrai que l'écriture reste alors que la parole s'envole. Oh, et ouais, parfois je crie, oui, afin de dégager cette haine qui coule à flot dans toutes mes veines. Long lie d'errer, j'en ai déduit, oui, que seul l'amour pourra m'aider à ouvrir toutes les portes du monde. J'ai fait le tri de mes amis, sans pour autant faire de mes ennemis. Dans certains choix, je me suis peut-être trompé, ouais, seulement Dieu pourra me juger. J'ai fait le choix de pas croire au hasard, tant bien que mal j'avance pas à pas, ouais, n'étant jamais sûr de ce que me réserve demain. Je vise aujourd'hui beaucoup mieux qu'hier. J'ai réalisé l'un de mes plus beaux rêves, celui de mettre au monde une petite fille. Malheureusement je ne serai pas toujours près d'elle, pourtant mon cœur ne bat que pour elle, ouais. Oh oh, oui, que pour elle, yeah, yeah, oui. Alors je prie, oui, afin que tout un chacun puisse trouver un peu de bonheur à sa porte. Oh oh, ouais. Et puis j'écris, oui, car il est vrai que l'écriture reste alors que la parole s'envole. Oh, et ouais, parfois je crie, oui, afin de dégager cette haine qui coule à flot dans toutes mes veines. Long lie d'errer, j'en ai déduit, oui, que seul l'amour pourra m'aider à ouvrir toutes les portes du monde. Long lie d'errer, oui.
Merci Lovadia pour cette belle parenthèse musicale. Je rappelle que nous sommes dans le tour du monde de la francophonie en direct sur TV5 Monde avec la participation des premières et du pôle Outre-mer de France Télévisions. Notre escale en Guyane se poursuit. Partons maintenant à la rencontre d'un auteur francophone majeur, le Guyanais Léon Gontran Damas. C'est l'un des pères fondateurs de la négritude avec Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor. Ce mouvement littéraire a permis d'éveiller les consciences dans les années 1930. Reportage. Ces livres ont été ramenés de l'université Howard à Washington en 1995. Ils font partie de la bibliothèque privée du poète guyanais Léon Gontran Damas. À sa mort, ces ouvrages sont légués à l'association des Amis de Damas à Cayenne. Sa présidente, Eugénie Rézère, s'est donnée pour mission de faire vivre l'œuvre du cofondateur de la négritude. C'est à la fois un mouvement littéraire, donc illustré par différentes œuvres, au rang desquelles Pigment, qui en est le premier manifeste, mais également un mouvement de revendication politique, culturelle. La présentation globale de la négritude et de son mouvement dit que c'est une manière d'établir, répertorier la somme des valeurs de civilisation africaine. Un certain nombre de théories existaient, les unes les plus fallacieuses que les autres, précédemment à la négritude, et le mouvement de la négritude, initié par Damas et ses compagnons en négritude, eh bien ce mouvement justement est venu rétablir un certain nombre de vérités historiques, humaines, identitaires. Combien de fois vous ai-je dit qu'il vous fallait parler français? Le français de France. Le français du français, le français français. Il m'est revenu que vous n'étiez pas avec voisine. Encore vos chaussures de salle. Un banjo? Comment dites-vous un banjo? Vous dites vraiment un banjo? Non, monsieur. Vous saurez qu'on ne souffre chez nous ni ban, ni jo, ni Guy, ni Tar. Les mulâtres ne font pas ça. Laissez donc ça aux nègres. Damas, l'anticonformiste, avait l'art de faire chanter ses mots avec force et pertinence. Une maîtrise de la langue française, utilisée pour crier sa révolte et dénoncer le système colonialiste. Je pense que la langue française est un véhicule, est un instrument de revendication, comme je l'ai dit précédemment, identitaire, culturelle. Et donc Damas utilise, d'ailleurs, c'est son ouvrage Poète d'expression française qui le confirme, qu'il est attaché à donner la parole à ceux qui sont d'expression française, mais qui appartiennent à l'univers des cultures franco-indigènes. Et lorsqu'on aura dit ça, on aura compris que la langue française, dans tout ça, c'est plus une langue instrumentalisée aux besoins de négritude, aux besoins d'indigénisme, aux besoins de revendication et de protestation tels que Damas a pu les illustrer. En Guyane, un lycée porte son nom, mais son œuvre n'est pas au programme officiel. Étudier Damas est au bon vouloir de l'équipe éducative qui s'efforce de mettre en place des actions découvertes. Cette exposition, c'était dans le but d'éveiller les consciences des élèves étant dans ce lycée. C'est-à-dire qu'ils fréquentent un lycée portant le nom d'un poète écrivain illustre, guyanais. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une exposition dans tout le lycée, dans les couloirs, un peu partout, et de pouvoir prendre connaissance de son œuvre. En 2013, la prose de Damas s'est invitée dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale en plein débat sur le mariage homosexuel en France. Christiane Taubira, alors ministre de la Justice, énonce des vers de Damas qui fustigent l'exclusion et la discrimination. Je n'ai jamais assisté à un tel détournement, ni de la poésie, ni de la prose de Léon Gontran Damas, monsieur le ministre Mariton. Je vais vous dire ce qu'il vous aurait dit, Léon Gontran Damas, par rapport à ce que vous nous dites. Et ça, c'est dans Black Label. Lorsqu'il dit « nous les gueux, nous les peu »,
nous les chiens, nous les riens, nous les maigres, nous les nègres, qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous pour faire les fous, pisser un coup sur cette vie stupide et bête qui nous est faite? Si nous n'accordons pas l'égalité des droits, si nous ne reconnaissons pas les libertés, nous leur disons, qu'attendez-vous pour faire les fous sur cette vie stupide et bête qui vous est faite? On vient de le voir, Christiane Taubira, femme politique guyanaise bien connue pour ses discours de haute tenue, truffés de références littéraires, on l'a vu. Elle nous a livré sa perception de la francophonie sur cette terre guyanaise plurielle. Nous sommes dans une situation à la fois de diglossie et de polyglossie. Non pas de plurilinguisme, hein, puisqu'il n'y a pas la reconnaissance de plusieurs langues. De diglossie créole français et de polyglossie, c'est-à-dire qu'on entend bien toutes les langues du monde, dans les rues de Cayenne, mais dans le reste du territoire, on entend bien toutes les langues du monde. Mais il n'empêche qu'effectivement, le français étant la langue officielle, étant la langue de relation avec l'administration, c'est le français qui s'impose. Donc le français en Guyane est un petit peu comme le français aux Antilles ou comme le français dans les pays d'Afrique francophone. Il baigne dans un environnement d'autres langues et forcément il y a une relation, un va-et-vient parce que le français il est quand même un peu, il est touché évidemment par la présence de ces langues-là et il entre aussi dans le vocabulaire de ces langues-là. Alors est-ce qu'il n'y a pas un revers finalement de cette francophonie ici en Guyane? Est-ce qu'on peut dire que la langue française, par certains moments, je veux parler notamment pour ces jeunes étudiants, pour ces élèves qui n'ont pas le français comme langue maternelle, est-ce qu'au final ce n'est pas un frein, cette langue française? Une langue est toujours l'ouverture sur un univers, sur des imaginaires, sur de la littérature, sur des valeurs aussi idéologiques, des valeurs philosophiques. Donc une langue ne peut pas être un frein en soi. Il n'y a pas de raison de rejeter la langue française, même lorsque la langue française a été un instrument de domination. Et d'ailleurs, les grandes figures anticolonialistes ont renversé la langue française contre l'oppresseur. Kateb Yassine, qui est une grande figure algérienne, disait que le français est notre butin de guerre. Les langues en soi ne peuvent pas être accusées. C'est l'usage qu'on en fait, parfois c'est un usage oppressif. Et en Guyane, le français n'est pas totalement débarrassé de son statut de langue d'oppression, dans la mesure où la langue de l'autorité demeure le français, qui peut être inaccessible à de nombreuses personnes, mais surtout, ce qui me paraît plus inquiétant, le fait que, notamment dans l'éducation nationale, cette incapacité à prendre en compte, à appréhender la réalité linguistique différente d'enfants sur l'ensemble du territoire, tout ça crée des conditions d'échec qui n'ont pas lieu. Et voilà pour le témoignage de Christiane Taubira. Et le français est la langue que nous sommes supposés avoir tous en commun en Guyane, car c'est la langue de l'école, on le disait. Mais son apprentissage est un vrai défi ici sur notre territoire, dans l'école de la République. À chaque rentrée arrivent des enfants migrants venus des pays étrangers, mais également des Français non francophones. Au bord du Maroni, fleuve frontière avec le Suriname, Apatou et ses 8000 habitants. Une population essentiellement composée de Bushinangé, descendants de ces femmes et de ces hommes qui ont fui les plantations esclavagistes. Lorsqu'ils rentrent à l'école, les enfants Bushinangé ne parlent bien souvent que leur langue maternelle, la langue Djouka pour ce groupe d'enfants. Denis Béguin leur enseigne dans cette langue les couleurs, le corps humain ou les jours de la semaine. Il n'est pas professeur mais ILM, intervenant en langue maternelle. Il vient en appui du travail fait en classe avec l'enseignant. L'objectif, c'est structurer les enfants dans leur langue maternelle pour arriver dans le français. Avant, mon collègue il prenait plus de 3 mois pour aborder certains sujets, mais là, en une semaine avec moi, on aille plus vite. À la maison, c'est strictement interdit de dire pipi. C'est la partie masculine des nombres. À la maison, c'est strictement interdit, mais à l'école, on dit il faut dire je vais faire pipi. Donc là, il y a un blocage. Donc c'est à moi de résoudre ça pour parler avec l'enfant. À l'école, c'est pas interdit, il ne faut pas être traumatisé.
En basant ses interventions sur leur culture, il favorise également l'estime de soi chez ses enfants. Les 57 ILM de Guyane accompagnent des écoliers de maternelle s'exprimant dans les langues amérindiennes, bushinangué, mong ou portugaises. En près de 20 ans, ils ont démontré leur utilité. Pourtant, leur statut reste précaire. Les ILM sont toujours embauchés en tant que contractuels. Nous avons quitté Apatou pour revenir sur le littoral, à Cayenne. Je vous propose à présent un bond dans le passé, à une époque où certaines écoles de Guyane ne comprenaient qu'une classe à plusieurs niveaux. Nous avons voulu savoir comment s'effectuait la classe avec l'enseignant et ses élèves qui ne maîtrisaient pas forcément le français. Eliette Danglade a enseigné pendant 42 ans. Elle a débuté sa carrière à Irakubo, commune éloignée du chef-lieu où les enfants parlaient essentiellement créole. Mais une fois à l'école, c'était une autre histoire. Une histoire où le français est le héros, symbole de réussite sociale. C'était pratiquement défendu, mais défendu avec un grand D, de parler créole. Les enfants obtempéraient et comprenaient que c'était pour leur bien. C'était où tu travailles bien à l'école, tu passes la classe supérieure et tu vas au collège, ou tu serais resté dans la commune, agriculteur ou autre chose. Au bord du Maroni, dans un village en pleine forêt qui n'existe plus, c'est là qu'a grandi Tiwan Kouchili. Adolescente, elle a été envoyée dans un internat religieux et scolarisée loin de chez elle et de sa culture Téko, un des peuples amérindiens de Guyane. Quand les sœurs nous a dit qu'il ne faut pas parler vos dialectes. On ne veut pas entendre ces langues-là ici. Ça, c'est dur. Ma langue maternelle, elle est plus forte aussi. Et donc, du coup, la langue française, c'est plutôt, ce n'est pas avoir des barrières avec d'autres personnes. Enfin, moi, je l'ai pris comme ça, en fait. Le département doit faire face à une arrivée plus forte d'enfants allophones. Le rectorat de Guyane a recensé 1251 jeunes étrangers en attente de scolarisation et les dossiers affluent tous les jours. Face à ce constat, les associations ont décidé de prendre le relais à leur manière. À l'association franco-dominicaine de Guyane, 75 jeunes, enfants de migrants, âgés de 6 à 17 ans, suivent des cours. L'enseignant, ancien directeur d'école en Haïti, leur fait classe bénévolement. Face aux besoins et aux niveaux très différents, il se concentre sur l'apprentissage du français. Tous les gens ils viennent ici, disons qu'ils n'ont pas de place à l'école, qui s'attendent depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Je ne peux pas permettre que ça arrive. Donc moi, j'ai fait une école transitoire en attendant qu'ils s'appellent, pour dire qu'il y a une place. Hein. En attendant, ils sont chez nous. Ils ne sont pas dans la rue. Ils apprennent le français, les mathématiques. Ils sont à l'école. En Guyane, 1 jeune sur 3 est de nationalité étrangère. Maîtriser la langue officielle du territoire est une des clés de leur intégration. C'est l'un des défis de l'école de la République sur cette terre multiculturelle. Au revoir. Et les invités s'enchaînent sur notre plateau. Emmanuel Octavie, professeur des écoles, et Isabelle Ider, anthropologue et maître de conférences à l'Université de Guyane, nous font l'honneur d'être présents. Bonjour. Bonjour Léa. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on l'a entendu, près d'1 millier d'élèves allophones au collège ne trouvent pas de place lorsque l'on sait que la construction d'une société se fait aussi à l'école. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, Isabelle Ider ? Un danger d'insertion dans la société. Parce qu'un élève, en règle générale, qu'il soit allophone ou pas, étranger ou pas, qui n'est pas scolarisé, c'est un danger pour l'avenir même d'une société. Donc c'est de là que notre intérêt doit se porter, c'est un élève non scolarisé, quel est son avenir ? Alors Emmanuel Octavie, en préparant cette émission, vous me disiez que de nombreux élèves français arrivaient au collège et ne maîtrisaient pas le français. Qu'est-ce qu'il manque à l'école en Guyane justement pour que cet apprentissage se passe mieux ? Ben, ce qu'il manque tout d'abord, c'est la formation des hommes, la formation des enseignants. En Guyane, on est une académie hors norme. Nous sommes un département où nous avons des langues régionales diverses, des langues étrangères. Et nous n'avons toujours pas les outils. Donc nous, notre organisation syndicale, le SNC, milite pour qu'il y ait une véritable formation des hommes à travers la création d'un office de culture et de langue régionale
qu'on puisse renforcer les moyens de notre université. On s'est battu pour avoir cette université, mais aujourd'hui, il faut que cette université ait les moyens de pouvoir apporter aux enseignants... Une sorte de laboratoire. Voilà, faire des recherches. Et pour cela, il faut des moyens humains, il faut que notre école supérieure du professorat devienne une véritable école pilote au niveau national pour pouvoir étudier ces phénomènes de cohabitation et de plurilinguisme. Alors, vous avez parlé de moyens humains, mais il y a aussi... Est-ce qu'il n'y a pas une question de méthode? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de méthodologie dans tout ça? Il faut convaincre les humains. C'est-à-dire les moyens humains, si on a les êtres humains pour faire le travail, oui, mais notre difficulté réellement à l'université, c'est de convaincre de l'utilité de l'action. Si on voit le parcours des langues régionales dans notre pays, on voit en 82, c'est la circulaire Savary qui annonce l'autorisation d'enseigner les langues et cultures régionales. En 98, les intervenants langue maternelle qui voient le jour, donc 82-98, il faut suivre la chronologie. 99, on a une circulaire Cerchiglini, le rapport Cerchiglini qui nous dit il y a 10 langues régionales en Guyane qui peuvent être enseignées, qui sont reconnues comme telles et qui peuvent être enseignées. On est en 99. Et 2008, les premières classes bilingues qui voient le jour et qui ont des difficultés. Déjà, on voit le dispositif intervenant en langue maternelle qui a des difficultés. La formation des enseignants qui ont les compétences pour enseigner dans ces classes bilingues qu'on a des difficultés à former. En fait, c'est un processus extrêmement lent. Parce que les personnes concernées sont les premières réticentes. On s'en est rendu compte. C'est que les élèves qui devraient insérer ce genre de dispositif sont les premiers réticents en disant pourquoi est-ce qu'on serait bilingue? Pourquoi est-ce qu'on parlerait plusieurs langues? La langue de la réussite, c'est le français. Et on voit que des enseignants aussi sont réticents parce qu'ils vont dire j'ai des élèves qui mélangent de langues, c'est inquiétant. Et ce qu'on appelle en linguistique l'alternance codique, le mélange de langues, on sait dans les laboratoires de recherche et on affirme que ce ne sont pas des fautes, ce ne sont pas des erreurs, qu'au contraire, c'est une façon de s'exprimer qu'on donne et c'est une occasion de s'exprimer qu'on donne à un élève pour qu'il progresse dans une autre langue qui est le français. Alors Isabelle Ider, vous le disiez, et on l'a entendu même dans nos reportages, le français, la langue de la réussite, mais justement, quelle est la perception du français dans notre société guyanaise actuelle? C'est la langue de l'administration, la langue de la politique, la langue de la réussite, des diplômes. C'est-à-dire que c'est une langue qui a une image extrêmement prestigieuse. Il est difficile aujourd'hui, et ça on l'entend chez les anciens, d'entendre, il est difficile aujourd'hui d'entendre qu'une seule langue pourrait dominer en Guyane, autre que le français. Et ce serait une faiblesse. Alors Emmanuel Octavie, vous l'avez vécu durant de nombreuses années, on voit une langue de haute estime, et pourtant, sur une partie du territoire de la Guyane, dans certains villages, on ne parle pas un mot français. Comment fait-on pour communiquer dans ce genre de cas-là, Emmanuel Octavie? Exactement. On peut prendre le cas du Haut-Maroni, où dans les villages d'Antekumpata, de Talouen, il y a des personnes qui sont françaises, mais qui ne maîtrisent pas le français. On discute la langue véhiculaire et le nengue. Un bushinengue et un amérindien vont se parler en nengue. Pas en créole, pas en français, en bushinengue. En bushinengue. Il m'est arrivé de rencontrer des familles et ni l'un ni l'autre ne sachant parler la langue de l'autre, on utilise la langue, une langue véhiculaire qui est le nengue, une langue qui est devenue très forte aujourd'hui dans notre société et qui, comme Madame Ider le précisait, n'est pas véritablement reconnue. Et lorsqu'on parle de formation, il y a la langue, mais il y a aussi la culture. Souvent, on a des enseignants qui viennent de l'extérieur et qu'on envoie dans ces villages et qui n'appréhendent pas la langue et ni la culture. Donc, au lieu de faire de leur langue maternelle une force pour l'apprentissage, on en fait un terrain d'échec et d'incompréhension. Et cela, on ne peut que le regretter. Alors finalement, c'est là qu'on voit toute la dimension que peut prendre justement ces langues régionales qui doivent être plutôt en appui, en complémentarité de la langue française, comme le disait en début d'émission le linguiste Michel Dispagne. Oui, c'est qu'il faut convaincre, exactement. Il faut convaincre les locuteurs eux-mêmes de l'utilité de maîtriser leur langue maternelle pour mieux apprendre une autre langue, et quelle que soit cette langue maternelle. Et il faut convaincre aussi de l'utilité de parler plusieurs langues, parce qu'on se rend compte, lorsqu'on fait ces recherches justement sur les langues parlées en Guyane,
Guyane, qui a une forte domination du monolinguisme. Il faut parler qu'une langue, et ce serait le français. C'est un véritable handicap d'être monolingue aujourd'hui dans le monde. Parler qu'une langue, ben, ça restreint les interactions. Et on voyait en tout début d'émission ben, ces Brésiliens qui disaient leur fierté de pouvoir aborder d'autres mondes, rencontrer d'autres pays, d'autres personnes ailleurs dans le monde. Et ça, en Guyane, on a cette possibilité, on a cette opportunité de pouvoir passer d'une langue à l'autre et de pouvoir mélanger aussi parce que on peut faire passer un message différent. Et ce ne sont pas des erreurs, ce ne sont pas des fautes, mais ces langues doivent cohabiter pour progresser ensemble. Et ça, on a encore toute une difficulté à donner une image extrêmement positive au plurilinguisme, alors que le monolinguisme serait un véritable handicap pour un être humain, quelle que soit la seule et unique langue qu'il parlerait. Ce serait vraiment difficile pour lui de rentrer en contact avec la diversité du monde. Vous vivez ce constat également, Emmanuel Octavie, avec ses parents? Écoutez, nous sommes plutôt inquiets parce qu'on assiste, on se rend compte que le français en tant que langue de scolarisation, langue seconde, ben, cette appréhension de la langue est de plus en plus délaissée dans notre académie. Les formations manquent. Les collègues ne sont pas accompagnés lorsqu'ils sont dans des dispositifs d'accueil d'élèves non francophones. On ne leur donne pas les outils, on ne les forme pas. Aujourd'hui, il n'y a plus de formateurs qui viennent sur le terrain épauler ces personnels. Donc, on assiste véritablement à un recul au niveau de la formation. Et parallèlement, on a des familles qui sont qui demandent, hein, qui ont beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'école, mais il y a cet espace d'incompréhension qui règne. Des élèves, par exemple, hein, lorsqu'ils arrivent au collège, en troisième, il m'est déjà arrivé de faire un élève lire. Il me dit, monsieur, je lis, mais je ne comprends pas ce que je lis. Je ne comprends pas. Effectivement, il décode, il déchiffre, mais il n'y a pas de sens derrière. Et pourtant, des batailles ont été menées, ont été gagnées. Il y a des avancées, on peut dire, avec ces classes bilingues, Kalinia français, créole français. Et pourtant, vous le disiez, il y a des préjugés qui sont là et qui persistent. C'est le plus difficile à combattre. C'est les idées reçues, justement, parce qu'elles sont intériorisées, qu'elles sont de l'ordre aussi de l'inconscient. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un gros travail de conscientisation de la population ici en disant la langue maternelle est importante parce que c'est elle qui va vous permettre de vous structurer en lecture. On parlait de la lecture, ben justement, en lecture et en écriture dans une autre langue. Il faut bien se structurer dans cette langue maternelle, quelle que soit cette langue, pour pouvoir progresser. Et on voit la classe bilingue français Kalinia qui a ouvert cette année et qui a créé des tensions aussi chez les parents qui disaient mais pourquoi est-ce que vous parlez en Kalinia à mon enfant à l'école? Il est là pour apprendre le français. Il va régresser. Donc on entendait, il y a une génération, hein, celle de Madame Danglade qui a témoigné, qui entendait qu'il ne fallait pas parler le créole à l'école. Eh ben, on est en 2017, il y a une génération qui entend qu'il ne faut pas parler le Kalinia à l'école. Ça avance, mais on sent bien, on voit bien que c'est extrêmement lent. Très difficile de faire prendre conscience de l'utilité de toutes ces langues, déjà aussi d'un point de vue psychologique pour son épanouissement et l'estime de soi. Merci en tout cas Isabelle Ider et Emmanuel Octavie d'être venus sur notre plateau aujourd'hui. Et comme promis en début d'émission, on va retrouver Emeric, hein, ça fait près d'une heure, alors je vais essayer de me déplacer, ça fait près d'une heure qu'Emeric, hein, il est en train de finalement de faire son dessin, sa façon à lui de s'exprimer, c'est véritablement le dessin. Voyons ce qu'il dit justement de la francophonie. Je rappelle qu'Emeric a 20 ans, il est en première année des arts et métiers, de l'artisanat option communication au lycée Balata. Alors on va se diriger vers la maman d'Emeric, Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Leïla. Alors, Emeric a pratiquement terminé son œuvre, est-ce qu'il peut nous dire, est-ce qu'il peut nous décrire son œuvre? Alors déjà, on va la voir, cette œuvre, et il va nous la décrire. Alors, Emeric est un petit peu timide. Alors là, vous voyez, je représentais une ethnie de la Guyane. Alors, je vous passe le micro. Allez-y. Alors ici, là, c'est un Haïtien avec une
comment dire, une écharpe sur la tête. Ça, c'est un métropolitain. Ici, c'est un Brésilien. Et là, sont les Asiatiques. Là, c'est un créole qui représente différentes origines, le monde. Donc, le créole, il diffuse. Il diffuse quoi? Il diffuse le français, il diffuse la langue française. Merci en tout cas Aymeric et merci à vous Sylvie. Merci beaucoup Aymeric. Merci Sylvie. Alors vous l'avez entendu, Aymeric a donné sa vision de la francophonie. C'est sur ces quelques mots que l'on va se quitter. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles. Voilà, on poursuit ce tour du monde de la francophonie sur TV5 Monde et peut-être à bientôt en Guyane.